bienvenue dans Liberty Mag TV, l'émission qui cherche à comprendre les problématiques de notre société. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première. Vous en avez marre d'être salarié, vous avez peut-être envie d'entreprendre, de vous lancer, mais vous avez peur, alors cette émission est faite pour vous. Elle est consacrée à notre dossier du jour, est-il encore possible d'entreprendre en France ? Comment se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, comment être aidé, financé, se construire un mental d'entrepreneur, mais aussi un réseau. Autant de questions auxquelles nous allons vous répondre avec nos invités. Et nous avons réuni sur ce plateau des personnalités bienveillantes pour vous aider à entreprendre, vous donner toutes les clés pour avancer. J'ai le plaisir de vous présenter alors Benoît Campargue. Bonjour. Bonjour Benoît, vous êtes CEO de Sport Management, mais aussi et surtout champion d'Europe et du monde de judo. Donc on va faire très attention sur ce plateau. Vous êtes le coach particulier de Teddy Riner. J'étais, mais tout va bien. Vous allez pouvoir protéger Marion Lahaye, qui est chargée des professionnels au Crédit Agricole Île-de-France. Bonjour Marion. Bonjour. Gilles, notre délégué général d'Initiative Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors on a compris que de ce côté-là, on a toutes les personnes qui vont pouvoir aider et financer et coacher. Et de ce côté-là, nous avons Alain Staron, qui est CEO d'Artifil et auteur du livre Autodisruption. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Didier Roche, multi-entrepreneur. Vous avez fondé énormément de groupes, dont le groupe Dans le Noir et Éthique Connexion, l'agence de la diversité innovante. Alors j'ai cofondé notamment avec Edouard Debreuil effectivement le groupe des restaurants et spas Dans le Noir, oui. Ok, et vous êtes, je le dis au passage, aveugle depuis l'âge de 6 ans. Alors je ne le dis pas parce que vous êtes aveugle, mais je le dis parce que ça va nous aider aussi à comprendre les problématiques de ceux qui sont dans le handicap, la diversité, etc. Oh, c'est une de mes qualités, donc autant la mettre. Exactement, j'aime bien mettre en avant les qualités. Alors les amis, notre société, on l'a bien vu, elle est en plein marasme, hein. Enfin c'est quand même un peu le bazar, on va dire. On est passé par la crise du Covid-19, on s'est dit tiens on va se prendre une bombe sur la tête prochainement de Russie, on a la crise énergétique, etc. Mais il y a quand même là-dedans une bonne nouvelle, c'est que l'envie d'entreprendre a été plus forte que la crise et que les Français ont de plus en plus la fibre entrepreneuriale. Alors, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut réinventer le monde de demain. Alors évidemment, quand on fait une société, quand on monte une société, eh bien tout commence par une idée. Alors ça a l'air simple à dire comme ça, mais trouver une idée, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Alors on va essayer de vous aider et de vous guider pour trouver la bonne idée, parce que c'est surtout ça en fait le sujet. Didier, vous, pour trouver une idée, vous êtes un serial rêveur, parce que vous, lorsque vous créez une société, ce qui est important, c'est de partir d'un rêve. C'est de partir d'un rêve, de tenter de donner vie à ses rêves, et donc de pouvoir construire, de s'entourer et d'avancer dans son projet, oui. Mais j'aime accompagner les gens, donc je me définirais plutôt comme un entrepreneur de chemin qu'un entrepreneur pur business. Et effectivement, dans différentes structures que j'ai pu avoir et que j'ai encore aujourd'hui, j'aime accompagner ces gens, oui. Un entrepreneur de cœur, quoi. Alors on a un autre entrepreneur de cœur ici aussi, c'est Benoît. Benoît, vous avez monté votre société finalement sur la base de comment est-ce qu'on fait pour apporter des réponses nouvelles aux nouveaux besoins de la société. Vous pouvez m'en parler un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors c'est le besoin qui guide. C'est vrai que l'idée c'est bien, mais il faut un besoin. Après 30 ans de sport de haut niveau, j'ai pensé que le sport c'était plus que le haut niveau. Donc éducation, santé, captation à l'emploi, révélateur de compétences. Et lien social. Donc, ce sont les principaux axes qui m'ont inspiré. Et en 2018, j'ai racheté une société qui s'appelle Sport Management System sur un spectre large qui intervient auprès des entreprises, mais aussi auprès des bailleurs sociaux, auprès des collectivités locales et territoriales, toujours pour les besoins. Et, vous avez lancé Shizen Sport Truck en 2018 ? Et pour aller plus loin, oui, effectivement, j'ai lancé Shizen Sport Truck qui a été à l'Expo universelle de Dubaï récemment, en tant qu'innovation française, sportive française éco-responsable, pour aller plus loin et aller vers les publics, notamment les publics qui sont très éloignés du sport, de l'emploi, de l'éducation et de la santé. Vous avez aussi le ministre des Sports, le président de la République qui sont venus tester vos dispositifs.
Oui, tout à fait. Le président Macron a fait une partie de football avec des jeunes des quartiers à Chambord dans le dispositif. Donc il a été très séduit par ce dispositif, puis d'autres évidemment. Mais l'objectif, évidemment, c'est que ça profite au plus grand nombre et pas forcément qu'à certaines personnes, dont des sportifs de haut niveau dans le passé. Et j'ai souhaité développer l'excellence du sport français au service de tous, et en particulier des publics qui sont éloignés, l'inclusion, l'emploi, l'éducation, la santé en particulier. Donc trouver une idée, c'est finalement répondre à un besoin. Et Alain, vous les besoins, vous les connaissez, vous les voyez à l'avance. On a un peu notre médium en plateau. Alors on l'appelle le disrupteur, le visionnaire. Alain, c'est quoi la disruption ? En fait, la disruption, c'est très sensible à ce qui ne va pas bien. Ouais. Tous les jours. Dès qu'on sort de chez soi, quand on prend sa douche. C'est fatigant. Et oui, mais on ne fait pas exprès. Et donc, voilà, moi, j'ai cette nature particulière d'être un internel frustré. Et donc, je suis en permanence en train de me dire comment on pourrait faire les choses mieux. Ouais. Donc, le disrupteur, c'est celui qui cherche à faire les choses mieux. Pas pareil, donc je ne suis pas un concurrent comme tous les concurrents, j'essaie de faire mieux, donc différemment. Et comme je suis un ingénieur, je regarde qu'un seul côté pour voir si je peux faire mieux, c'est la technologie. Donc, technologie, pour faire des choses plus agréables pour tout le monde. Et après, je ne fais pas tout seul, toujours inséré dans des écosystèmes, parce qu'il faut que ça corresponde à un besoin limite solvable, et en tout cas qui puisse intéresser des gens. Mais quand je dis visionnaire, par exemple, il y a des anticipations que vous aviez vues dans le passé. Mais c'est toujours pareil. Voilà, vous pouvez me donner des exemples ? C'est toujours pareil. Il y a très longtemps, on était en 93. En 93. Bon, c'est pas la peine de le dire. Bon, j'ai un certain âge, d'accord. Donc je faisais de l'électronique grand public. J'étais chez Thomson. Donc j'étais le product manager, donc chef de produit des téléviseurs. Et je me disais, mais ce serait pas mal si je pouvais avoir un paquet de cigarettes, sans cigarettes, hein, mais avec 200 heures de musique dedans. Donc j'ai déposé un brevet qui s'appelait le Puppy, et mon seul problème, c'était je mets quoi comme techno. Et comme j'étais chez Thomson, qui avait aussi Thales, j'ai trouvé un enregistreur qu'on mettait dans les satellites, une boucle sans fin. Le problème, c'est que c'était évidemment pas viable économiquement. C'est devenu l'iPod. 10 ans plus tard. Alors, des exemples d'anticipation future, là, maintenant, quand on est aujourd'hui, je suis toujours la disruption. Je suis toujours aussi frustré. C'est toujours pareil. Quand dans le passé, on dit c'est ça qui va arriver et que c'est arrivé, tout le monde dit mais c'était évident, cher monsieur. Ce que je vais vous dire maintenant, vous allez me dire vous êtes fou, cher monsieur. Il y a plein de villes, un certain nombre de villes qui se proposent de faire des téléphériques urbains. Vous imaginez des lignes de plusieurs kilomètres avec des pylônes très très hauts, des câbles qui sont là tout le temps et des cabines qui passent avec un bruit en décibels qui est assez élevé. Les hommes et les femmes les élus, qui prennent la décision d'investir pour les 50 prochaines années dans une technologie qu'on connaît depuis déjà 50 ans, moi je leur recommande de se poser des questions et de réfléchir à ce qu'on appelle les voitures volantes. Et ça y est, je suis fou. En fait non, les voitures volantes, vous avez aujourd'hui 50 industriels qui travaillent dessus. Non seulement ils travaillent, mais aujourd'hui les premiers services opérationnels sont en Chine. Hein, c'est Eang, la société qui fait ça. Et vous avez un Européen qui s'appelle Volocopter qui doit tester ça au JO de 2024. Avec une petite limite, c'est censé être un drone volant. Un drone, il n'y a pas de pilote. Donc vous mettez un drone, vous mettez un fauteuil dessous, vous allez dans le fauteuil, ça vous emmène quelque part. Vous allez me dire, il est 2 fois fou, parce qu'en plus, il faut être fou, c'est trop dangereux. Mais on s'en fout. C'est Minority Report. Je ne cherche pas aujourd'hui à transporter les masses. 5e élément. Je cherche à transporter les quelques individus qui sont prêts à prendre le risque, qui achètent des billets très chers pour aller sur la Lune. On est d'accord. Et après, ça vient progressivement. Les premiers qui ont conduit des voitures, je vous rappelle qu'ils avaient peur quand elles dépassaient 13 km/h la vitesse d'un cheval au trot. Ils avaient peur que tout s'effondre. Donc, on est dans la peur de la masse, mais les innovateurs, c'est ceux qui vont de l'avant. Donc, il y en a qui vont de l'avant. Vous avez donc aujourd'hui un certain nombre d'industriels qui font des voitures volantes. Moi, je pense que dans 50 ans, souvenez-vous, 1892, la Pont-Arlevassor, première voiture. 1905, 50 industriels et 35 000 voitures fabriquées. Dans 15 ans, est-ce qu'on n'aura pas 35 000 voitures volantes ? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que voilà, il faut avoir une idée, ça c'est sûr, et il faut aussi accepter de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort. Je sais que Frédéric Mazella, qui avait été aidé d'ailleurs par Initiative France, Frédéric Mazella, c'est le président de Blablacar et qui lance la Captain Cause. Il m'a dit qu'en fait, il avait dû avoir 6 idées avant de lancer celle-ci. Et à chaque fois qu'on a une idée, visiblement, il faut regarder bien autour, se mettre à la place de chacun et regarder un petit peu en 3D, on va dire,
dire cette idée. C'est ce que vous avez fait un peu tous. Il y a quelqu'un qui... Il faut même la faire exister, c'est-à-dire qu'on a une idée, on commence à la concrétiser, et en la concrétisant, on regarde dans le regard des autres, ils disent non, ok, d'accord. Et donc, mais ils disent non, ils disent pas que non, ils disent non, et c'est ça qui ne va pas. Et donc, du coup, on l'a fait évoluer, et tu as tout à fait raison. Une idée, c'est pas une idée d'un coup, c'est une évolution d'idées. Et je mets tout le monde à l'aise avec l'histoire de brevet. Ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'idée d'avance. Une fois que vous êtes lancé, vous êtes copié, vous avez intérêt à avoir l'idée qui suit. C'est l'innovation. Alors Alain, il sait de quoi il parle parce qu'il vient de lancer une boîte il y a 22 mois pour laquelle il a déjà fait une levée de fonds dans 7 pays. Donc pour une alarme qui s'appelle Check-in. Oui, alors l'histoire, pareil. Et 4 prix d'innovation, pardon, au passage. En 22 mois, c'est... En fait, pareil, Bouygues Télécom lance un concours en disant, moi j'aimerais bien regarder si on peut faire quelque chose de neuf dans les alarmes et la télésurveillance. Moi, j'y connaissais absolument rien. Parce que Free, Orange et SFR ont une solution et moi, j'en ai pas. Pardon, Alain. Du coup, quand on a une idée, on n'est pas obligé de s'y connaître dans le domaine dans lequel on se lance. Je dirais même que c'est un avantage. Ah oui. Si, moi, c'est ma vie personnelle. À chaque fois que j'arrive dans une boîte avec des experts et que je leur dis, si on faisait ça, c'est tais-toi, tu connais rien. Donc en fait, c'est la raison qui fait que les grosses boîtes n'arrivent pas à s'auto-disrupter, et elles se font disrupter parce que d'autres disent mais on peut faire peut-être autrement. Et la boîte, c'est très connu, c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. Ça fait 50 ans que je réussis, je vois pas pourquoi je ne réussirais pas la 50e année. J'imagine, enfin je me doute bien que pour une start-up, il y a une phase de développement, une phase de test, donc il faut intégrer ça dans le... La toute première chose, c'est prendre son téléphone et chercher, parce qu'on était au début du Covid, et chercher à comprendre est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Autrement dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce qu'on appelle les fameux pain points, les points de douleur. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai acheté aussi des alarmes, et on commence par dresser la carte des points de douleur. Ça, ok. Donc il y a bien des trucs qui tournent pas rond dans ce secteur-là. Point numéro 1. Parce que s'il n'y a pas de point de douleur, si tout va bien, passe au sujet suivant. Mais quand on ne trouve pas de taxi à Paris, eh ben on invente Uber. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est le fondateur d'Uber. Il a fait ça exactement comme ça, point de douleur, donc réaction. Une fois qu'on a le point de douleur, moi je réponds que par la techno. Et donc là, on rentre dans la technologie, on développe. Et après, on fait des tests. Beaucoup de tests. Ça demande quand même pas mal d'investissement. Beaucoup d'investissement, oui. C'est ça. Et quand on veut lancer justement à l'international, comment on fait en fait finalement? Est-ce qu'on réfléchit son produit d'abord en France et puis ensuite on se dit international? Le besoin est identique partout, les envies sont les mêmes partout, et ensuite la fabrication et les composants, on a intérêt à produire en masse. Donc il faut produire beaucoup plus que pour le marché français. Donc voilà, il ne faut surtout pas imaginer une solution technologique, je parle que de la technologie, purement française. Alors, on sait que les entrepreneurs, souvent, ce qui les rebute en fait pour se lancer, il y a 3 raisons essentielles. On va dire, justement, les investissements. On se dit, je ne vais pas avoir assez d'argent. Le deuxième point, c'est, j'ai peur de ne pas arriver à être multifonction, de ne pas arriver à... Parce que quand même, entrepreneur, on apprend énormément de choses sur le chemin, puis c'est vraiment un métier très large. Et puis, il y a la peur de ne pas avoir un réseau de clients et de partenaires suffisants. Alors, on va voir là tout de suite comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs déjà à commencer au niveau des finances, des outils et du réseau. La réalité, c'est que pour les entrepreneurs, ce qui peut vraiment vous aider, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire de ne pas partir tout seul. Et là, je vais me tourner vers Marion. Donc déjà... Marion, en amont, quand on commence, on débute, il y a un process en amont tout simple en fait et important à mettre en place. Oui, moi ce que je conseille vraiment avant toute chose, l'idée c'est top, mais après c'est d'aller voir un comptable, un expert comptable. Ah, tout bêtement. Déjà à la base, on reprend la base, les chiffres. Oui, parce que du coup, on est salarié ou pas, et après, on passe dans un autre domaine. Ouais. Donc, il y a des enjeux, des conséquences. Donc, faut choisir la partie forme juridique. Après, il y a la faisabilité, justement, derrière son idée. Est-ce que c'est possible? Comment mettre en chiffres l'étude de marché, etc. Donc, ça, c'est le cabinet comptable, l'expert comptable qui va venir un petit peu appuyer. Après, vous avez aussi beaucoup d'aides en ligne. Il y a jesuisentrepreneur.fr. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Oui. Maintenant, ça aide pour faire les business plans, des choses comme ça, en fait. Oui, en fait, c'est vraiment un accompagnement en ligne, qui vous permet, en tant que créateur, de savoir comment créer son business plan, quel compte on a besoin, quels seraient les services. Les projets commencent par là, et ensuite, on va voir Gilles. Alors, Gilles, il a tout le kit entrepreneur pour aider les gens à se repérer, en fait, dans la jungle et des aides. Mais alors, attention, Gilles, il n'aime pas
parler d'aide, il n'aime pas dire que l'entrepreneur est assisté. Non, parce que l'entrepreneur, c'est celui qui a la petite graine dont tu parlais, Alain. Il a la petite graine, il a l'idée. La flamme. C'est à lui et donc le réseau Initiative France, on va aider les entrepreneurs à faire grandir cette petite graine. Parce que l'entrepreneuriat, oui, c'est une longue randonnée, etc. Il faut se préparer en amont. Il faut préparer son sac à dos. Et puis sur la route, on va rencontrer des obstacles et il faut être bien préparé. Pas mal, hein, d'ailleurs. Et parfois, on peut contacter des gens qui sont restés loin et qui vont nous dire la météo qui va venir et on a les données, puis c'est à nous de décider. Notre réseau, on va aider les entrepreneurs à réaliser leur projet entrepreneurial à travers deux choses fondamentales dont tu as parlé, le financement. Donc on va soutenir les entrepreneurs par un prêt d'honneur à taux zéro sans garantie qui va permettre d'aller voir ensuite le banquier avec son apport personnel. Nous, généralement, quand on prête 1 euro, ça va faire levier auprès de la banque. On prête 1 euro, la banque va prêter 10 euros. Ouais. Parce que la banque va être en confiance, le projet a été travaillé. Donc première chose, donc c'est 8 à 10 fois plus de chances auprès des banques d'avoir un prêt derrière. Ça renforce l'apport personnel. Ouais. Deuxième chose, bon à savoir. Et donc c'est entièrement gratuit, c'est un prêt à taux zéro. Deuxième chose qui est entièrement gratuite aussi, c'est l'accompagnement. Oui. On l'a mentionné tout à l'heure, pour se lancer dans le business, il faut bien préparer son projet. Donc notre réseau, et je dis notre réseau, mais il y a tout un tas d'acteurs de l'accompagnement de l'entrepreneuriat en France, va aider à partout. Alors Initiative France, on a 210 associations partout en France, sur tous les territoires. On va accompagner l'entrepreneur avant qu'il ne crée sa boîte. Vous dites détricoter. Alors, il y a une phase de préparation où on va travailler avec lui, on va travailler sur le business plan. Oui. On va détricoter avec lui le business plan qu'il a préparé pour être sûr que ce n'est pas son expert comptable qui l'a préparé, mais qu'il maîtrise aussi les données. Ouais. Et on va le retricoter avec lui pour qu'il ait la bonne, dimension. Quoi, en fait. Oui, on va regarder avec lui toutes les études de marché qu'il a fait, etc. Donc, on va l'aider dans cette phase à solidifier son projet. C'est la petite graine, là, elle est bien la graine, oui. Vous apportez le terreau et l'eau. Oui. Et puis après avoir accordé le financement et après qu'il ait eu un prêt bancaire, on va l'accompagner pendant plusieurs années. Parce que, comme tu le disais, un entrepreneur, il ne sait pas tout faire au début. Il va rencontrer des obstacles, il va avoir des questions, etc. Et notre rôle, ça va être de le mettre en relation avec, on a, nous, 22 000 bénévoles dans le réseau, des chefs d'entreprise, qui vont l'aider. Il a une question de fiscalité, il a une problématique de marketing, d'export à l'international. Et on va le mettre en relation avec la bonne personne ou avec le bon acteur qui va lui apporter les clés. C'est toujours lui qui décide, c'est toujours lui qui a la graine. Nous, on va l'aider à mettre le bon terreau, à ce que ça pousse bien. Généralement, on va voir si une entreprise est viable, on dit à peu près au bout de 3 ans. Et quand on est aidé par Gilles. Notre réseau a la fierté de pouvoir dire que au bout de 3 ans révolus, on a un taux de réussite de 90%. C'est-à-dire que passé les 3 ans, on a 9 entrepreneurs sur 10 qui passent avec succès le cap des 3 ans. Donc c'est quand même un gage qui est super important, qui va rassurer les banquiers et les futurs financeurs, les investisseurs. Donc il y a différentes phases. Moi je dis souvent que l'entreprise, c'est des racines et des ailes. Voilà, il faut d'abord bien ancrer les racines. Et puis ensuite, il faut aider l'entrepreneur et l'entreprise à se développer, à se solidifier dans le temps, à croître, à créer des emplois, à créer de l'économie, de la valeur économique et sociale sur les territoires. Alors, il y en a un autre aussi à cette table qui... Benoît, vous voulez dire quelque chose ? Non, juste pour être passé par là, c'est vrai que c'est une vraie solution économique parce que l'apport du... Alors moi, je suis passé par Paris Initiative Entreprendre, qui est une des filiales d'ailleurs d'Initiative, et ça a permis de consolider, donc avec l'apport évidemment bancaire derrière et le cautionnement, dont on n'a pas parlé, qui rassure les entreprises. Oui. Donc ça, c'est très important. Par contre, c'est vrai que l'idée de départ, c'est bien. Il y a un modèle économique derrière, c'est bien, mais il faut que ça réponde à un besoin. Et ça, c'est un vrai accompagnement également depuis le départ pour se dire j'ai une super idée, mais si elle ne répond pas aux besoins de la société, c'est pas forcément viable. Donc ça, c'est la première étape. Après le modèle économique, effectivement, l'accompagnement d'un expert comptable. Et puis, cerise sur le gâteau, le prêt d'honneur qui permet de cautionner le prêt de bancaire derrière. Moi, je suis administrateur d'un autre réseau qui s'appelle BGE, donc il y en a plein. Oui. Il n'y a que 10% des entrepreneurs qui sont accompagnés.
Donc c'est dire qu'il y en a peu qui ont connaissance de ces réseaux-là. On ne le sait pas en fait, On quand on sait se lance, très peu c'est vrai, ici. alors qu'il y a plein de choses qui existent. Et puis, quand on regarde un peu comment ça se passe à l'international, les anglo-saxons, ils ne vont pas tellement étudier le besoin et ce qui est un besoin, ils vont créer le besoin. Donc on a deux façons de fonctionner qui sont assez différentes entre le monde français, peut-être latin, et le monde anglo-saxon, qui nous, on va chercher est-ce qu'il y a un besoin. D'autre côté de l'Atlantique, on va plutôt voir comment créer le besoin. Didier, vous défendez un management vraiment autour de la diversité, tourné vers le handicap et la diversité. Et vous avez fait énormément de choses en fait aussi pour aider justement les personnes issues du handicap et de la diversité. Par exemple, vous avez créé HUP Entrepreneur. Vous pouvez m'en parler de HUP Entrepreneur et puis de toutes les aides qui peuvent exister pour aider en fait. Comment on fait quand on se retrouve dans ce cas-là en fait? Quand on est en situation de handicap, Oui. on a l'AGFIP, Oui. qui est un organisme d'État qui dispose de fonds assez conséquents pour aider les entrepreneurs en situation de handicap à démarrer ou à s'équiper, à avoir de l'aide humaine. Donc ça, c'est vraiment un dispositif qui existe. Donc il faut vraiment aller vers ces dispositifs-là. Vous avez des structures telles que HUP Entrepreneur, l'association qui peut aider aussi avec des bénévoles. Vous avez une autre structure qui s'appelle l'inclusion, LINC comme le lien en anglais, LINK, qui a cette vocation d'aider des entrepreneurs en situation de handicap. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas se considérer comme une personne handicapée, mais on est avant tout un entrepreneur avec un besoin spécifique. Et quand on regarde, souvent, l'innovation, elle naît de la marge. C'est parce que vous avez un besoin, pour le coup, qui peut être rempli par votre création d'entreprise, qui peut-être va trouver un marché. Quand on pense on dit que le SMS a été inventé par pour les personnes sourdes, quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, tout le monde l'utilise. La télécommande a été inventée à un moment pour répondre à un besoin d'une personne en situation de handicap qui ne pouvait pas se déplacer pour appuyer sur les boutons de la télé. Aujourd'hui, sans télécommande, ça va être compliqué, quoi. Vous voyez, donc, on voit aussi que très souvent, de la marge naît des innovations, des gens qui sont a priori exclus ou fragiles, parce qu'ils vont venir répondre à un besoin, naissent des belles innovations. Donc moi, oui, j'accompagne des gens comme ça. Et vous vous êtes senti aidé, vous aussi, en tant qu'entrepreneur, quand vous avez commencé à vous lancer? J'ai été aidé par le réseau des BGE à l'époque, mais après, j'ai essuyé beaucoup de refus. À l'époque, on est en 1995. Ça, c'est tous les entrepreneurs, hein. C'est pas uniquement parce qu'on a un handicap. Parce que j'étais handicapé. Bon. Donc auprès des banques et notamment auprès des assurances et mutuelles à l'époque. Si j'ai 2 minutes pour raconter une anecdote, Bien sûr. Voilà, une mutuelle qui voulait. Je cherchais une assurance pour m'assurer si je devais être malade ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est cette espèce de prévoyance professionnelle. Et les assureurs, j'ai fini par en trouver un qui m'accepte. Il me dit écoutez, ça vous coûtera 30% de plus parce que vous êtes handicapé. Je dis, de toute façon, vous êtes le seul, donc j'ai à peu près signé. Et puis il me dit il faut que je vous dise que voilà, si ça naît de votre handicap, on ne va pas couvrir. Je dis mais si je tombe dans un escalier, monsieur, on ne va pas vous couvrir parce que vous êtes aveugle. Donc je cite comme ça quelques cas. Et puis à un moment, je lui dis, et si je chope un virus, vous allez me dire, c'est parce que je ne l'ai pas vu venir. Et là, ils m'ont dit, écoutez, mon cher Didier, vous exagérez. Alors, je vais être un peu vulgaire. Je dis, écoutez, vous me prenez pour un con, donc je vais signer parce que je n'ai pas le choix. Maintenant, je suis seul, et un jour, je serai nombreux. Oui. Et en 2007, donc quelques années après... Et aujourd'hui, vous êtes nombreux. Et aujourd'hui, en 2007, j'ai monté cette association quand j'ai découvert qu'il y avait 35 000 chefs d'entreprise en situation de handicap en France. On est 80 000 aujourd'hui. Donc j'ai décidé de créer cette association et aujourd'hui on n'a plus de difficultés avec les assureurs et ainsi de suite. C'est devenu quelque chose qui passe très facilement avec les banquiers également. Donc voilà, il y a eu aussi une évolution dans la société vis-à-vis du handicap, de la diversité. Donc c'est chouette en fait. Gilles, il fait aussi beaucoup de choses pour la diversité, pour les femmes aussi. Hein. Vous redonnez l'envie aux femmes d'entreprendre et de rompre le plafond de verre. Oui, on essaie de travailler sur les publics pour les publics qui en ont le plus besoin, qui sont les plus éloignés, dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi sur les territoires. Juste une petite mention, vous parlez beaucoup d'innovation, l'entrepreneuriat, ça peut être aussi des projets assez simples où une personne a envie de se réaliser par rapport à une passion. Les anciens salariés d'entreprises qui ont envie de monter leur boîte, donc on n'est pas obligatoirement sur l'innovation, il y a toujours un besoin auquel on va répondre. Ou reprendre un commerce, on peut être sur la transmission. reprise, sur la création de choses toutes simples qui vont bien sûr répondre à un besoin. Donc oui, on essaie c'est l'enjeu, c'est notre mission associative, d'aller vers les publics qui en ont le plus besoin, notamment les femmes, parce qu'il y a encore aujourd'hui trop peu de femmes qui créent leur boîte ou chefs d'entreprise en France. Moyenne nationale, on doit être à 30%, environ 30%. Nous, dans notre réseau, on arrive à dépasser les 40%. C'est pas suffisant.
On veut arriver à la parité. Alors, il ne s'agit pas de baisser le Ça nombre serait bien. d'hommes Bah non, entrepreneurs, nous on partage. Hein. mais d'augmenter. Et en effet, on voit qu'il y a tout un tas de freins pour l'entrepreneuriat des femmes. Ça peut être la vision de l'extérieur, ça peut être la femme qui elle-même se sent chargée d'une mission familiale, etc., qui va prendre moins de risques. On voit qu'il y a des plans de financement moins importants, moins ambitieux pour les femmes, parce qu'elles ont cette précaution, elles-mêmes, elles ont une... Protège la famille. Oui, souvent on voit une problématique de confiance. Ouais. Est-ce que je suis légitime pour, etc. Donc il faut lutter contre tous ces préjugés, etc. Et on essaie, notamment là sur l'Île-de-France, on a un grand concours qui s'appelle Créatrices d'avenir, de mettre en valeur des beaux parcours, des femmes qui ont réussi, voilà, pour servir de rôle modèle à toutes celles qui veulent se lancer demain. C'est compliqué, mais c'est tout à fait possible. Il y a tout un tas d'acteurs qui œuvrent pour ça. Des partenaires publics, on a mentionné tout à l'heure les régions, les collectivités, BPI France, les banques, des entreprises privées qui se battent pour faire avancer l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat dans les quartiers, parce qu'il y a aussi beaucoup à faire. C'est ça. C'est ce que j'allais vous demander. En fait, je sais que vous aidez beaucoup tous ceux on va dire qui sont un petit peu sur le bord du chemin. Qu'est-ce que vous faites particulièrement pour les aider, en fait ? Parce qu'on dit toujours qu'on les laisse à l'écart. Ouais, moi, je considère qu'on n'est pas entrepreneur, on le devient. Et donc, en effet, les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, on connaît les clés de la réussite. Déjà, il y a la partie financement. C'est plus compliqué pour eux de rentrer dans un système de financement classique avec les banques, etc. Ils vont plus faire appel à la love money de la famille. C'est quoi la love money ? C'est l'argent qu'on peut collecter de son entourage pour avoir des premiers fonds. Ils ont peut-être moins les codes de l'entrepreneuriat. Donc, notre réseau et d'autres acteurs, on va essayer de les accompagner, de leur donner petit à petit ces clés pour qu'ils puissent aussi réussir dans leur entreprise, dans leur projet entrepreneurial. Vous faites aussi beaucoup de choses pour tout le territoire rural parce que on a évidemment besoin d'agriculture et on sait qu'un agriculteur sur 2 va partir dans les 10 ans, ce qui est quand même énorme. Donc comment est-ce qu'on peut redonner envie d'entreprendre ? Il y a tout un tas d'enjeux de société. Alors l'agriculture, en effet... Il y a les agriculteurs qui vont partir à la retraite. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelle génération. Donc, on va aider des nouveaux entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'agriculture avec un mode de consommation pour manger mieux demain, donc circuit court, etc., etc. Donc, on agit, on essaie de mettre l'accent là-dessus pour mieux les accompagner avec aussi tous les acteurs. Et puis, il y a d'autres enjeux. La transition écologique. Oui, ça on va en reparler tout à l'heure. L'inclusion, etc., etc. On a tout un tas d'enjeux à embrasser avec tous les acteurs, toutes les bonnes volontés. Benoît, une réaction sur le côté rural ? En tant que fils de paysan, je connais le sujet, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la ruralité. On parle beaucoup des quartiers, j'y vais tous les jours. Oui, encore, je sais bien que vous faites énormément aujourd'hui de choses à Pontoise, mais la ruralité est un vrai sujet qui va se retourner contre nous à un moment donné. Parce que nous sommes... principalement à Paris, en région parisienne, on ne voit pas les problèmes. Par contre, il y a des vrais jeunes agriculteurs qui prennent ces problématiques-là en main. Et je les connais puisque j'interviens au Salon de l'Agriculture également avec mon dispositif chez Sport Truck. Et ces jeunes agriculteurs sont très, très, très innovants. On n'imagine pas. Aujourd'hui, le monde de l'agriculture a une problématique de sédentarité. C'est assez incroyable. Donc, ils pratiquent du sport, alors que c'est un métier manuel, traditionnel. Voilà. Donc, ça a beaucoup changé. Et puis, en même temps, oui, dans la France profonde dont je suis issu, c'est-à-dire l'Aveyron, la Lozère, où il y a des petites exploitations, effectivement, ces exploitations meurent. Et en même temps, les villages se meurent parce qu'il n'y a pas de commerce. Et donc, je suis tout oui quand je vois qu'il y a beaucoup d'aides. Mais le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas de guichet unique pour ces aides-là. Il y a énormément de soutien, d'aides, de soutien à l'entrepreneuriat également, mais il n'y a pas de guichet unique. Alors, il va y avoir France Travail,
en espérant que ça soit fluide derrière et qu'il y ait de l'engagement et de la proximité pour des dispositifs différents. Mais on a besoin de ces guichets uniques pour faire un petit peu le tri de tous ces financements. En France, il y a tout ce qu'il faut pour réussir, avec 0 Il faut euro. juste le savoir, en fait. Il faut le savoir. On n'a pas parlé d'une chose, c'est le travail. Oui. Il faut être bosseur. Ah oui. On parle beaucoup des qualités la de vie base, au travail, mais on parle beaucoup moins de travail. Oui. Et le travail est une vraie valeur qu'il faut remettre en scène. Je prends l'exemple des subventions des vélos électriques. On ne subventionne pas les vélos qui ne sont pas électriques. Donc celui qui les fait l'effort n'est pas valorisé par rapport à celui qui ne le fait pas. C'est un petit exemple, mais qui est criant aujourd'hui. Et il est temps de remettre le travail au cœur de la société. Gilles, vous aidez également tous les publics, on va dire, qui ne sont pas dans le viseur traditionnel. Alors attention, on va parler des seniors. C'est-à-dire que maintenant, on devient senior à partir de 40 ans. Donc en gros, on est un petit peu foutu. On ne va plus être engagé nulle part, etc. Donc il va falloir se créer son propre job, sa propre entreprise. Qu'est-ce que vous faites pour aider les seniors? On parlait des différents publics tout à l'heure. En effet, une personne à 45 ans qui a passé 30 ans dans une boîte et qui à un moment n'est plus très désirée par cette boîte, ben voilà, elle va se retrouver du jour au lendemain. Donc on essaie aussi d'accompagner donc les seniors qui ont d'autres problématiques que les jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Parce que les seniors, ils ont une bonne expérience, ils ont parfois un petit peu de patrimoine. Et donc on va les aider à formaliser cette petite idée qu'ils n'ont peut-être pas encore complètement dans leur tête. On va les aider, on va les accompagner de façon différente, mais c'est sûr qu'on va les accompagner parce qu'on pense aussi que c'est une chance quand un senior crée sa boîte. Il a un bagage et il peut aussi, lui, créer son emploi, créer d'autres emplois, redonner de la vie dans les territoires. Je te rejoins, c'est un enjeu majeur, la redynamisation des territoires. Une entreprise ne restera pas sur un territoire si ce territoire devient un désert. Donc il faut que tous ensemble, on puisse avoir de la vie économique, sociale pour attirer les talents, pour continuer. Donc voilà, je parlais des jeunes tout à l'heure, des femmes, les seniors. On essaie, en fonction du public, d'apporter une réponse adaptée, personnalisée. Avec des parrains, des marraines aussi, il y a des entrepreneurs. Hein. Ah ben oui, on a je vous mentionnais tout à l'heure, 22 000 bénévoles dans notre réseau, qui sont, certains sont parrains, marraines d'entrepreneurs, donc ils vont donner de leur temps, accompagner, ils ne vont pas faire à la place de l'entrepreneur, ils vont lui permettre de lever la tête, de regarder les obstacles qui vont venir. Ou aider à trouver des solutions. Aider à trouver des solutions. Oui, tout à fait. La pérémulation est nécessaire. Bah oui, ça c'est hyper important. Les gens qui sont installés, c'est nécessaire. Alors, on a compris que quand on a construit son projet avec l'idée, ensuite on a été chercher de la love money et puis des aides auprès donc de Gilles. Après, on va voir Marion, donc la banquière. La banquière. Attention Marion. Alors, comment est-ce qu'on fait? Partenaire, pas banquière. Voilà, accompagnatrice. En fait, moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est donc on commence par un dossier de financement. Et si, par exemple, demain, là, je vais faire un dossier de financement, qu'est-ce que je dois mettre absolument dedans pour que mon dossier passe et que, hop, on me fasse un crédit. On m'accompagne. Non, mais je veux vraiment avoir les petits trucs, voilà, parce que... Alors, pour la construction, en fait, d'un projet, on va avoir l'idée. Ensuite, pour la présentation, il y a l'étude de marché. Ce qui est important aussi, c'est l'humain, c'est la personne. Donc, on va s'intéresser à elle. Donc, il faut qu'elle nous parle un petit peu d'elle dans un CV, par exemple. On aura toute la partie étude de marché, la partie chiffres, qui traduit du coup le projet, les ambitions. Le business plan. Le business plan, voilà. Donc voilà, ça c'est, on va dire, les éléments de base. Et puis après, c'est la personne qui fait tout. Voilà. On va dire juste sur la partie dossier, c'est... C'est pas mal ça. Mais après, quand on reçoit en fait un entrepreneur qui nous présente son dossier de financement, la première chose aussi qu'on va lui demander, c'est s'il a été accompagné. On le disait tout à l'heure, pour nous, c'est un vrai gage de qualité. Voilà, quel que soit l'accompagnement. On a vu Gilles avant. Voilà. Un accompagnement, voilà, c'est divers. C'est initiative, BPI, un business angel, voilà, des investisseurs qui sont déjà... voilà, il y a déjà un gage de qualité par rapport à la présentation. Des gens qui vous suivent, quoi, en fait. Qu'est-ce qui, par contre, dans un dossier, va être vraiment rédhibitoire? Ou direct, vous dites, oh non, celui-là, merci, au revoir. On étudie tous les dossiers dans tous les secteurs d'activité. Après, il y en a qui sont plus ou moins risqués. On le sait, voilà, nous, au Crédit Agricole, on a des segments qui sont dits prioritaires. Lesquels?
Alors, on a les professions libérales de santé avec le label santé. On a les commerces de proximité, l'artisanat, parce qu'on parle effectivement des startups, mais il y a aussi tout ce qui va être reprise, création de fonds. Et puis, nous avons aussi tous les services essentiels en fait, aux professionnels, cabinets comptables, les avocats, les conseils, les notaires. Voilà. Donc ça, c'est des segments prioritaires. Voilà, ça rentre dans un dossier facilitateur. Il y a des profils différents aussi entre les créateurs simples ou les startups. Est-ce que ça, c'est... On ne regarde pas le dossier de la même façon. Parce que parce que le principe d'une start-up, sans rentrer trop dans la technique, c'est qu'effectivement, il y a une idée, il y a en amont beaucoup de recherche et développement qui prennent entre 1 et 3 ans, ça dépend. Et du coup, ça va être beaucoup de charges et pas de chiffre d'affaires. Donc l'analyse et l'approche ne va pas du tout être la même. L'important, déjà avant la partie chiffres, dossier de présentation, pour nous, c'est l'humain, je le disais tout à l'heure. Et pour rejoindre aussi ce que disait la partie travail, la partie investissement, il faut qu'on sente que l'entrepreneur, il en a envie, qu'il s'est donné les moyens, qu'il a été frappé aux portes, qu'il a étudié son marché, voilà, qu'il soit investi, qu'il connaisse également, si on doit lui poser des questions par rapport au business plan qui a été établi, on le sent tout de suite. Si ça a été fait juste pour mettre des chiffres, nous, la banque, enfin les chiffres, entre guillemets... Mince, ils le sentent. Oui, parce que du coup, lorsqu'on va poser des questions, comment a été construit ? Le business plan, il n'est pas fait pour... le prévisionnel, pour être plus précise, il n'est pas fait pour être là pour faire plaisir à la banque. En fait, si vous voulez, ça doit être un outil de travail aussi pour l'entrepreneur. Ouais. C'est-à-dire que c'est sa ligne, c'est-à-dire quelles vont être mes charges, quel chiffre d'affaires je dois faire rentrer pour pouvoir dégager, payer mes salariés s'il y a des créations d'emplois. Ce qu'il faut peut-être comprendre, Christelle, moi je l'ai vécu par le passé, c'est que la banque est dépositaire de fonds, les vôtres et les miens, et donc elle doit aller dans des modèles relativement rassurants, parce qu'elle ne peut pas jouer l'argent des autres, même si elle en gagne un peu par ailleurs. Et donc nous, lorsque les restaurants dans le noir ont été créés, le premier restaurant dans le noir, lorsqu'Édouard Debreuil l'a lancé à Paris, le premier restaurant les spas et restaurants, donc, surtout le premier restaurant où les personnes sont non-voyantes. Dans le noir absolu, et ce sont des aveugles qui vous servent, en cuisine ce sont les gens qui voient. Le premier restaurant, Édouard a fait le tour de 13 banques, 13 refus. Oui. Parce que le modèle n'existait pas et les banques n'y croyaient pas. Il faut être tenace quand on est entrepreneur. Aujourd'hui, quand on voit qu'on est implanté dans plusieurs pays et ainsi de suite, les banques maintenant viennent nous demander est-ce que vous n'avez pas besoin d'argent. Mais c'est toujours comme ça. Au début, personne ne vient me voir, mais alors après... Ce que je veux dire aux entrepreneurs qui écoutent, c'est que ce n'est pas parce que la porte se ferme d'un côté, parce que des gens ont des responsabilités et des modèles à respecter, que votre projet est mort. Il y a d'autres modes de financement, la Love Money, allez voir Gilles, allez voir plein de monde. Il y a d'autres modes de financement pour amorcer le système. C'est pas que votre idée est mauvaise en fait. C'est pas forcément qu'elle est mauvaise, c'est que la personne à qui vous adressez n'a peut-être pas les moyens ou vous ne rentrez pas dans son scope. C'est parce qu'une porte se ferme qu'il ne faut pas y aller. Sinon, on n'aurait pas monté les restaurants dans le noir. Oui. Et du coup, quand on demande en fait à avoir un crédit auprès d'une banque, combien de temps ça met pour le déblocage des fonds? Parce que ça, c'est important quand même quand on est entrepreneur et qu'on est au début et qu'on se dit « Ouh là là, j'ai du mal, j'ai pas de fonds de roulement, comment je fais quoi ?» Alors, la durée. En fait, déjà par rapport à ce que vous venez de dire, Christelle, par rapport au fonds de roulement, ça, généralement, c'est l'entrepreneur qui y apporte le besoin de départ. Ça fait partie de son apport. Parce qu'il se lance, voilà, nous on vient accompagner du financement plus au travers du matériel dont il va avoir besoin, d'un local, de machines, enfin voilà. Donc après par rapport au déblocage, de salariés aussi peut-être, de salariés aussi, besoin d'aide pour se structurer. Oui. Aussi, c'est vrai. Enfin voilà, tout le démarrage, et ça doit être construit justement dans le prévisionnel avec un budget de trésorerie. Quand est-ce qu'on a les sous? C'est simple en fait. En fait, déjà, ça va dépendre de la période. Si vous venez en plein mois d'août, c'est peut-être pas forcément le plus... Il faut entreprendre en septembre, c'est une bonne chose à savoir. Non, mais c'est vrai que voilà, en fonction des périodes, on a connu aussi des périodes assez mouvementées sur ces 3 dernières années, mais en fait, ça va dépendre des banques. Nous, en moyenne, ça peut être entre 1 semaine et 3-4 semaines, 5 semaines. Ça va dépendre en fait sur des dossiers plus complexes. Mais une fois que le dossier est validé.
Oui, bah, elle m'a demandé le déblocage. D'accord, alors la validation, ça prend combien de temps? En fait, le déblocage peut venir très vite parce que du coup, à partir du moment où vous avez l'accord, il faut signer un contrat et puis voilà, le déblocage peut être assez rapide. Donc voilà, après ça va dépendre en fait du dossier en lui-même et des besoins. Et vous, dans votre banque, vous avez aussi des accompagnements spéciaux où vous pouvez en fait aider à débloquer peut-être au niveau international, des choses comme ça pour, Alors en fait, au niveau du... après, on a un groupe, donc c'est vrai qu'on peut très rapidement faire des mises en relation avec le département des affaires internationaux pour savoir quels vont être les besoins. Et on a aussi après dans le groupe d'autres entités pour faciliter en fait les actions menées à l'étranger pour pouvoir se développer effectivement à l'international. Alain, est-ce que vous avez été chercher des investisseurs et est-ce que c'est bon pour un entrepreneur ou pas, hein, j'en sais rien, de prendre des investisseurs parce que peut-être on a la peur de se faire piquer son projet ou... Moi, j'ai inversé le paradigme. Ah. J'avais créé une première société en 2005 et à part un prêt d'honneur que j'ai eu, c'est Scientipol à l'époque. Qui fait partie Absolument, de l'initiative. et merci beaucoup. Encore. Voilà, tous les chemins mènent à Gilles. Non, Exactement. pas tous, Allez voir. pas tous. Impossible d'obtenir un financement. Impossible. Donc moi j'ai travaillé, je faisais en même temps du consulting, donc effectivement on travaille 7 jours sur 7, jour et nuit, pour financer une idée que tout le monde a considérée comme étant totalement débile. Hein. Je faisais du marketing narcissique, c'est-à-dire répartir d'une photo d'un téléphone, on se retrouvait héros d'une vidéo. Waouh. Ça c'est le pitch que j'avais fait en 2005. Les investisseurs que j'ai vus m'ont dit ça ne marchera jamais. En 2009, j'avais des premiers clients, je suis retourné les voir, Je me rappelle une pub. ils m'ont dit qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas un effet de mode et que ça va pas s'écrouler. Et donc j'ai jamais eu d'argent. Vu qu'en 2005, je n'ai pas réussi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai recréé une boîte en 2018? Je me suis dit j'ai quelques idées, je vais attendre de trouver un sponsor. Ok. Donc je bosse des POC, des machins, des Un choses qui sont... sponsor, c'est-à-dire un investisseur. Hein. Oui, non, enfin, c'est plus C'est la que même ça. chose. Plus que ça. C'est-à-dire que j'ai identifié des potentiels, des potentialités. Et je me suis dit, je ne vais pas travailler sur comment résoudre les problèmes que je vois, sauf si un industriel me dit, moi j'ai un problème que je veux résoudre. Et c'est curieux, j'ai fait ça en 2018, et en 2020, Bouygues Télécom est arrivé avec un problème. Et donc comment j'ai résolu le problème du financement? J'ai dit, écoutez, vous avez un problème, je vous le résous, vous le financez. C'est pas mal ça. Ah bah, Je vais garder l'idée. Sinon, ils n'y seraient jamais arrivés. Et ça, je recommande ça. C'est-à-dire qu'à la limite, cherchez le sponsor avant de démarrer. Ce qui est très important finalement, c'est la personnalité, le charisme de l'entrepreneur, son enthousiasme, la façon dont il maîtrise son sujet, la façon dont il s'investit. Didier, je sais que vous, au départ, vous êtes dit, je suis handicapée et finalement je suis très aidée, donc ça peut être quand même confortable d'être dans une certaine forme de soumission. Finalement, vous m'aviez dit une fois au cours d'une conversation, handicapé, quelle aubaine. Oui, quand on est dans une forme de fragilité, souvent l'environnement a vocation, a envie de vous aider, voire de vous surprotéger. Et c'est vrai que ce sont des situations qui sont confortables. Du coup, ce qu'on fait pour vous, limite on pense pour vous. Sauf qu'il y a un moment, vous êtes dans une perception de l'image de vous qui n'est pas la bonne, en tout cas qui n'est pas bonne. Et moi, j'ai décidé à un moment de sortir de ça et de goûter à la joie de faire, à la joie d'agir, à la joie de l'action. Et plus d'action, plus de joie, plus de rencontres, plus de dignité aussi. Et il y a un moment, quand on goûte à ça, j'ai envie de dire, je n'ai plus voulu quitter ça. Donc ça veut dire que j'ai dû aussi à un moment peut-être considérer que la pseudo-misère dans laquelle j'étais, j'en étais peut-être aussi responsable. Et quand je rencontre beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont des discours comme ça, ouais, mais tu comprends, moi je suis handicapé et ainsi de suite, donc je ne peux pas. Je leur dis, non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu penses, il faut que tu penses autrement. Tu es peut-être une chance finalement pour la société, pour les gens qui t'entourent. Sois porteur de ton projet et n'accuse pas les autres d'être ce que tu es. Agis tout simplement, fais. D'abord rêve ton projet. Quand on rêve, on est déjà dans l'action. On se crée de l'émotion, on commence à s'aimer, à aimer l'idée et puis l'action. On la sent là, l'émotion. Ouais, mais on la vit, tu vois. Et, enfin, c'est des choses qui sont tangibles et puis l'action arrive. Et à partir de là, on est avec des gens. Ça ne se passe pas comme on l'a rêvé, mais ça se passe. Et puis généralement, ça se passe plutôt bien. Et puis après, on se souvient de ce qui s'est passé.
Donc moi j'aime à dire que la vie doit être autour d'un concept simple, c'est fait de chaque instant qui passe, le bon souvenir de l'instant qui vient. Ça, c'est le premier élément que je dis aux gens. Et puis après, les gens me disent, oui, mais tu comprends, je vais là-bas, donc il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Je fais, non, tu vas là-bas, ne prévois pas l'avenir. Tu as un point, permets demain, mais ne le prévois pas. Pourquoi? À chaque fois que j'ai prévu, je n'ai pas regardé attentivement ce qui se passait autour de moi. J'ai voulu tracer ma route. Maintenant, je ne trace plus ma route, j'ai un objectif, du coup, j'écoute les gens. Et je deviens opportuniste finalement à ce qui se dit autour de moi, à la manière d'avancer. Donc l'entrepreneur, quand on débute, généralement on est obstiné, on est sûr que c'est par là qu'il faut passer. Non, il faut écouter les autres. Et ce qui est génial, c'est que l'idée va s'enrichir finalement des autres. L'objectif va être atteint, mais il va être très souvent beaucoup plus grand que l'obstination qu'on aurait pu avoir au départ de suivre un rail. Vous voyez. Donc moi j'aime beaucoup cette idée de... Ne rien attendre. Laisser advenir, faire tout ce que l'on peut dans l'instant présent pour que demain puisse exister. Mais ne pas définir par où on va passer forcément demain avec précision. Et je vous ai vu, vous, à l'action, vous débrouillez comme un chef. Et puis après il y a plein de petits outils aussi. Par exemple, comme vous ne voyez pas, vous recevez en effet les SMS et vous passez, vous avez la voix en fait qui vous traduit ça en SMS. Vous mettez ça en accéléré. Même moi, je n'arrivais à rien à comprendre. Vous avez tout capté. C'est un exercice. Vous avez les oreilles comme moi. Après, moi, je fais ça depuis très longtemps. Donc, au bout de quelques heures passées dans mon bureau ou à le faire, vous comprendriez aussi facilement. Je ne suis pas quelqu'un qui est surdoué. J'ai juste d'autres sens et privé d'un sens essentiel qui est dans notre société la vue. J'ai développé ces autres sens. On a les mêmes cellules, le même nez, j'ai le même cerveau que vous. Je ne suis pas un surhomme. C'est comme le sportif. S'il s'entraîne, il a des gros muscles. Si je ne m'entraîne pas, je n'aurai pas de gros muscles. Donc, les sens, c'est pareil. Alors, on va y penser. Non, vous avez énormément de mémoire aussi. Vous êtes des gaspilleurs de sens. J'ai envie de dire, tant pis pour vous. Hein. Vous l'avez choisi. Il a raison. La mémoire, c'est pareil. J'ai développé la mémoire parce que l'accès à l'information est difficile pour moi. Donc, quand on me lit un truc, j'essaie de le retenir vite. Et puis, alors, ça a cet avantage, c'est que je peux faire des ponts entre des dossiers dont on parle aujourd'hui et des dossiers d'il y a quelques années, là où des collaborateurs parfois sortent de mon bureau, vont chercher le dossier, puis j'attends. Hein. Je dis, oh, les pauvres, ils n'ont pas de mémoire, je ne vais pas leur en vouloir quand même. Ils ne m'en veulent pas de ne pas y voir, je ne vais pas leur envoyer. Donc oui, on développe des petites compétences de compensation. Hein. Vous voyez, le handicap nous pousse à ça. Vous aimez bien aussi, comme Benoît, bien vous entourer, avoir l'accompagnement d'amis sur le chemin pour entreprendre. Alors moi, ce que j'ai compris quand j'étais jeune, c'est que l'handicapé que j'étais, on voulait le mettre dans une case. Généralement, ça m'énervait, j'étais mauvais. Mais ceci dit, j'ai envie de vous dire, en France, on met beaucoup les gens dans les cases. Hein, donc, pas que les handicapés. Non, mais c'est naturel, c'est un réflexe, on pourra en parler, c'est un réflexe de je vois qui il est, comment je communique avec lui, est-ce qu'il est dangereux ou pas pour moi, donc ce sont des réflexes naturels. Moi, je l'explique quand je fais des conférences en entreprise très facilement autour du handicap et de la diversité. Et donc, on a voulu à un moment me mettre dans des cases, et puis j'ai compris que j'étais pas content, j'étais frustré, donc j'étais nul, limite j'étais contre le projet. Et puis les gens qui m'ont laissé être ce que je voulais, j'étais vraiment très très bon avec eux. Et donc j'ai compris que dans mes affaires, dans mon management, et je le dis à mes managers, il vaut mieux l'accompagnement d'un ami que la soumission d'un vaincu. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu soumets ton gars, tu auras ce que tu auras dans la soumission. Aide-le, comprends-le, respecte-le, permets-lui de grandir, ça te permettra de grandir avec lui. Fais-en un ami et vous vous écrirez de belles histoires. Moi, je suis un entrepreneur de chemin, hein, comme je le disais tout à l'heure, j'aime écrire des histoires. Je n'entreprends pas pour entreprendre seul, je n'entreprends pas pour l'argent, être le plus riche du cimetière, franchement. Ça ne sert à rien. Mon père me disait, Didier, tu ne verras jamais un coffre-fort suivre un cercueil. Il y en a beaucoup qui devraient en prendre de la graine, je pense. Donc, à partir de là, il faut évacuer. L'argent est un besoin. Mais ça ne peut pas être une finalité en soi. Ce qu'on n'en a jamais assez, c'est la frustration. Tout comme la célébrité. Moi, la postérité, je ne la verrai pas. Au début, j'adorais passer dans les médias. Et après, j'ai compris que j'en aurais jamais assez, donc je serais frustré. Donc, laisse tomber l'affaire. Par contre, fais-en un moyen. Non, vous êtes là aujourd'hui. Oui, mais du coup, c'est plus un objectif. Ça devient un moyen. Marquer la postérité, je m'en fous, je ne la verrai pas. Et ça, c'est important. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes, parce que j'interviens parfois dans des lycées ou dans des écoles pour parler de la fragilité. Et j'entends, je veux être patron, mais tu veux faire quoi? Je veux être riche. Écoute, ça commence mal. C'est pas comme ça qu'il faut commencer, vous voyez. Donc, il faut donner vie à ses rêves. Juste ça, quoi. Et l'entrepreneuriat, c'est cette chance-là. Et d'être avec des gens. Moi, s'il y a un projet dans lequel je suis essentiel, indispensable, je n'y vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, si c'est un projet où j'ai besoin de créer une équipe,
Ça me branche. Moi, j'aime les relations humaines, le reste, je m'en fous. Ça, c'est très motivant. Benoît, vous qui êtes coach, comment est-ce qu'on fait pour dépasser ses peurs, ses limites? Comment un champion de haut niveau et comment tous les champions que vous avez pu accompagner font justement, comme les entrepreneurs, pour se dire « Ok, j'ai peur, mais j'y vais ». Je crois qu'il y a une manière d'arriver, tout a été dit, hein, Didier. Ouais, j'aime beaucoup. Tout a été dit. Il y a plusieurs choses qui me viennent. La première chose, c'est ne pas s'apitoyer sur son sort, ne pas reporter les problèmes sur les autres. Donc déjà, on est responsable de tout. Le handicap, comme les difficultés, on parlait des publics éloignés des quartiers, souvent il y en a qui viennent me voir, oui mais je viens des quartiers. Mais non, au contraire, c'est une opportunité, ça veut dire que tu as un vécu que n'ont pas les autres, donc ça va être capitalisé après derrière. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a toujours la chance qui vient à un moment donné. Et si on n'a pas bâti quelque chose, on n'est pas là, on laisse passer la chance. Si on n'est pas, par exemple pour un sportif, à l'entraînement, on n'est pas sélectionnable. Et là c'est la même chose. Donc la motivation, elle vient avec cette présence d'esprit et cet engagement sur le projet. Et c'est le projet qui porte évidemment ces choses-là, mais pas sur une motivation directe. Le champion qui se voit sur le podium a perdu d'avance. Ok. Et c'est parce que souvent on dit qu'il faut faire de la visualisation. C'est le coach qui vous parle. La visualisation, elle n'est pas sur le podium. Ouais. La visualisation, elle est sur les moyens qu'on met en œuvre pour atteindre le podium. Donc je vois telle barrière que je vais sauter, que je vais faire. Exactement. Et au niveau de la visualisation, vous initiez les mêmes neurones que dans l'action. Donc, une étude très récente l'a prouvé au Canada d'ailleurs. Et donc c'est très, 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 très puissant. Par contre, si vous voyez déjà médaillé, c'est mort et c'est comme l'argent. Quand je veux l'argent d'entrée, on ne va pas mettre les moyens pour atteindre l'objectif. Donc voyons les moyens qu'on doit mettre en place pour la mise en œuvre. Et ça, c'est ça la motivation, le projet. À quoi ça va servir, qu'est-ce que je vais faire pour la société, à quel service je vais rendre, et après derrière l'argent viendra tout seul, c'est pas le sujet. Mais quand on se retrouve face à des obstacles ou qu'on a un problème avec un client, un fournisseur, qu'est-ce qu'on fait? Un problème, une solution, madame. Une prise de judo? Non, un problème, une solution, toujours. Okay. Il y a deux manières de prendre le métro, soit on le subit, on se dit ça sent mauvais, il y a du monde comme ce matin, soit on se dit c'est le seul moment où je vais faire de l'activité physique. Donc il y a toujours deux façons de voir les choses, soit en positif, c'est toujours des opportunités. L'optimisme. Le handicap est une opportunité, Didier l'a très bien dit, il a développé des choses. Voilà, et derrière il le transmet à d'autres personnes. Vivre dans les quartiers, ça peut être une opportunité, à condition de s'en extraire à un moment donné pour construire des projets. Le monde rural, c'est pareil, c'est une opportunité pour aller de l'avant. Voilà, donc il faut se dire que c'est jamais la faute des autres et que c'est à nous de développer les choses grâce à nos compétences, mais aussi grâce aux compétences des autres. J'ai été très solo dans ma carrière sportive à un moment donné, ça n'a pas marché jusqu'en 91. Et après, derrière, je me suis ouvert aux autres, ça a fonctionné aussi. Donc cette ouverture d'esprit, elle doit aussi être présente dans l'entrepreneuriat et bâtir les projets ensemble. C'est d'autant plus gratifiant parce que c'est une aventure humaine après, derrière. Ça, c'est quelque chose que connaît bien aussi Alain. Alain, une des qualités principale de l'entrepreneur, c'est la résilience? Oui. En fait, c'est drôle avec sa boîte. Non, mais d'abord, on est effectivement dans l'instant présent. Et moi, je suis toujours plan A, plan B, plan C. Je passe mon temps à me dire mon plan A ne va pas marcher. Disruption permanente. Permanente. Dans votre tête. Et du coup, je ne suis jamais en situation d'échec, puisque j'ai toujours un plan B ou un plan C. Je préfère le plan A, mais toujours être capable de rebondir sur autre chose pour avancer étape par étape, et évidemment toujours dans l'instant présent. J'ajouterais qu'effectivement, on travaille comme des brutes. Il vaut mieux aimer travailler. Donc les workaholics, c'est des gens qui sont plus enclins de devenir entrepreneurs. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et c'est en prenant du plaisir qu'on se dépasse. Et toute mon équipe, c'est comme ça. C'est-à-dire, je n'embauche que des gens qui ont envie, qui s'amusent. Et l'argent, ceux qui viennent en disant je veux un grand salaire, je dis tu t'es trompé de boîte. Mais vous avez commencé pendant la crise du Covid, oui, alors, juste oui. après. Nous, on a enquillé quand même des obstacles. Hein. J'ai créé la boîte pendant le Covid, donc c'est pas mal pour faire du lien avec les gens, n'est-ce pas? Juste après, on fait du hardware. Donc dans le hardware, on met des composants, puis il y a une crise des composants. Donc il y avait 65 semaines de délai pour un composant, 65 semaines de délai quand on est une start-up. Autant se coucher. Et puis, on a trouvé un super logiciel, le meilleur de la Terre, pour traiter les objets connectés. Il est édité par une boîte ukrainienne. Le 24 février, elle a arrêté de répondre. On est toujours là.
Donc on peut vraiment dépasser les obstacles et les transformer. Alors, finalement, c'est un petit peu c'est aussi le modèle américain. Alors en France, quand on a des échecs, on se dit t'es un nul. Et aux États-Unis, on va dire finalement peut-être plus de fois tu te plantes et mieux c'est parce que ça veut dire que tu auras de l'expérience, Gilles. Ben oui, alors on parlait du sport de haut niveau, mais on passe bien par là. Mais oui, en fait, moi, je ne sais pas si chaque fois j'entends parler d'échec, je ne suis pas sûr que ce soit un échec, mais en tout cas, c'est un moment, un passage qui est difficile où on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire. Hein, vous l'avez mentionné tous les deux. Donc oui, ça doit permettre d'acquérir plus d'expérience, de ne pas renouveler les mêmes erreurs et d'avancer. Donc je ne vois pas, moi, l'échec, je vois en effet un obstacle qui ne nous a pas permis d'aller plus loin comme on le souhaitait. Une difficulté, il faut tirer les conséquences de ça, les leçons et avancer, s'enrichir de ça. Je sais qu'il y a quelque chose de très juste que va nous dire Didier. Alors attention, tout le monde écoute. Hein. C'est la différence, Didier, entre le petit ego et le grand ego. Pour un entrepreneur, en quoi est-ce que c'est important? Je faisais des conférences auprès de jeunes managers. Et j'expliquais ma manière de voir le management et visiblement ils étaient assez conquis. Et il y a un moment, un jeune me dit enfin un patron humaniste qui n'est pas égoïste. Et là, je lui ai dit vous êtes combien dans l'assemblée? Il me dit écoutez, on est 200. Je fais écoute, je suis là pour donner des clés de management. Donc on va faire tomber le mythe. Je pense que mon ego est bien plus grand que vos 200 égos tous réunis ici. Sauf que ce que j'ai compris, c'est que pour en jouir, il fallait que je le mette au service des autres. Parce que si je le tourne constamment vers moi, et si tu le tournes constamment vers toi en tant que manager, tu seras constamment dans la frustration, parce que tu estimeras que dès que tu fais quelque chose, tu dois en avoir quelque chose en retour. Tu vois, moi je fais, et je n'en attends rien. Je n'en attends rien parce que je n'ai pas envie de vivre la frustration, je suis content de donner. Et j'ai un ami qui m'a dit une fois, ce qui est vachement bien avec toi, c'est qu'en fait, tu n'es jamais intéressé. Je dis, mais Marc, c'est faux ce que tu dis. Je suis hyper intéressé. Quand je viens vous voir, quand j'échange, je suis intéressé pour le plaisir de l'échange. J'ai un intérêt qui est énorme, mais je n'ai pas le même que vous. Toi, tu viens me voir pour me vendre, tu viens voir parce que tu en attends quelque chose derrière. Moi, je n'en attends rien. L'intérêt immense que j'ai, c'est de partager l'instant présent avec vous. Et je suis beaucoup plus intéressé que toi parce que je vais m'y donner à fond. Je ne vais pas être calculateur. Là où toi, tu vas mesurer, tu vas imaginer. Donc non, je suis bien plus, en tout cas, au moins autant intéressé que vous. Sauf que la vie m'a appris, notamment par les difficultés que j'ai pu rencontrer dans le handicap, qu'il vaut mieux ne rien en attendre, mettre au service des autres, parce que de toute façon, ça revient vers toi à un moment. Tu vois, moi, j'ai fait des choses, et puis notamment, j'ai aidé au CAP d'esthéticienne pour les personnes non-voyantes, pour créer le spa. Et une fois, il y a une jeune qui est venue me voir, elle m'a dit merci. Je m'y attendais, mais vraiment pas. Les larmes me sont montées, quoi. Je n'en attendais rien, c'est-à-dire que je faisais le truc. Donc c'est ça. Et j'ai dit à ce jeune, tu sais, si un jour tu viens me voir et dans la rue et que tu me dis oh, Monsieur Roche, qu'est-ce qu'on se souvient de vous? Et je te dis, qu'est-ce que j'ai créé chez toi? Et tu me dis, je me souviens plus, mais je me souviens de votre nom. Je dis là, mais je serais vexé comme un pou, quoi. Puis par contre, si tu me dis, monsieur, je me souviens plus de votre prénom, excusez-moi, mais vraiment ce que vous avez mis en moi m'a aidé, mais je te prends dans mes bras, je serai content. Donc c'est le don naturel. Je pense qu'on est tous dotés de ce don naturel. L'éducation, les religions, les philosophies ont fait qu'on fonctionne autrement, mais revenons tous à ce don naturel. C'est plus facile d'être gentil que d'être méchant, j'ai moins d'emmerdes. Vous voyez, par exemple. Donc il ne faut pas être con, il faut savoir se faire respecter et être respecté. Mais donc c'est toute cette philosophie-là moi, que je défends auprès de mes équipes, et j'ai des équipes qui fonctionnent plutôt bien. Je vous avais prévenu, ça calme. On l'a compris, en fait, l'entrepreneur de demain, c'est quelqu'un qui va devoir finalement peut-être être plus aligné avec lui-même, quelqu'un qui va devoir faire attention aux autres, à ce qui se passe autour et à une société plus responsable et plus durable. Alors, les nouveaux entrepreneurs, ils ont à prendre en compte quand même des enjeux qui sont énormes au niveau de la planète. Et donc, forcément, ils doivent avoir une nouvelle approche avec des enjeux environnementaux, sociétaux. Benoît, vous êtes le candidat parfait pour nous parler de ça, puisque vous avez mis le sport, donc en effet, comme levier d'inclusion. Vous allez beaucoup dans les quartiers politiques de la ville. Oui, alors le sport parce que je connais le sport, mais ça pourrait être autre chose, la cuisine ou d'autres thématiques. Je me suis rendu compte en 2018
2014, parce que j'étais jusqu'en 2012 dans le judo, et puis après la Formule 1 pendant 2 ans. Et je me suis dit, le haut niveau, c'est bien, mais ça concerne uniquement quelques personnes. Et effectivement, le sport, c'est l'inclusion de la santé, outils de captation à l'emploi, comme on a vu tout à l'heure avec Shenzhen Sport Truck, les entreprises en tant que team building et créateurs de liens sociaux. C'est ce que vous avez fait avec le chef qu'on connaît bien, Thierry Marx. Alors, Passeport pour l'emploi, oui, qui est une association qui a été créée en 1997, que j'ai créée avec le chef Thierry Marx, pour amener à l'emploi des jeunes qui sont très éloignés, qui sont sur le bord de la route, au travers du sport en tant que levier de compétences et levier de remobilisation vers l'emploi, parce que ces jeunes-là ne vont pas chercher l'emploi. Il y a du travail partout, mais ils ne vont pas forcément le chercher. Ils pensent que ce n'est pas pour eux. On leur a fermé la porte peut-être à un moment donné, ou pas. Ils n'ont pas fait la démarche. Et au travers du sport, on arrive à les capter sur une remobilisation positive pour accéder à un projet professionnel. Et aujourd'hui, on a 100% de retour à l'emploi en 12 semaines en CDI. C'est énorme. Pour ces ça leur jeunes-là. redonne la niaque. Ça leur redonne la niaque, ça leur redonne le lien social. Le sport, c'est positif, c'est égalitaire aussi. Donc ça redonne la confiance. Ces mesdames se retrouvent remobilisées aussi au travers de leur confiance personnelle. Et puis, on a aussi beaucoup d'entreprises qui nous font confiance dès le départ, au travers de promesses d'embauche. Et en 12 semaines, en étant sur le bord de la route, ils ont tous un CDI. Gilles, vous avez 70% d'entrepreneurs qui viennent vous voir, qui ont vraiment dans leur tête l'idée de leur projet avec un impact écologique, qui prennent tout ça en compte. Oui, alors la crise du Covid est passée par là. Oui. Ça a été... c'est pas que ça n'existait pas avant, mais ça a été vraiment un déclencheur, un accélérateur. Et en effet, on a mené une étude récemment et un peu plus de 70% des entrepreneurs qui créent leur boîte maintenant prennent en compte un enjeu de société, alors qu'il soit environnemental, qu'il soit sociétal, qu'il soit territorial ou social. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors c'est plutôt la nouvelle génération, mais pas que. Mais c'est bien de se dire aussi que demain, ils vont créer des entreprises, ils vont créer des emplois, tout en tenant compte de l'environnement dans lequel on vit et qui a besoin d'évoluer. Enfin, si on continue comme ça n'ira pas. Donc, en effet, il y a l'aspect environnement qui est très très fort chez eux. Alors, soit sur les pure players qui cherchent des solutions, soit dans les entreprises classiques où est intégrée de plus en plus la dimension environnementale, alors au niveau de l'énergie, mais pas que. Je mentionnais tout à l'heure les circuits courts, etc., etc. Donc c'est une bonne chose et il faut continuer, il faut les aider à aller dans ce sens. D'ailleurs, vous avez créé un label ? Oui, on a créé un label il y a quelques années qui s'appelle Label Initiative Remarquable, qui va mettre en valeur les entreprises qui cochent un certain nombre de critères social, sociétal, environnemental et territorial. Voilà, parce qu'ils font des efforts et c'est bien de les mettre en avant. Et on espère qu'à terme, 100% des entrepreneurs que nous soutenons auront ce label. C'est un signe distinctif qui peut les aider dans leur positionnement, mais surtout pour reconnaître cette démarche, aussi dans la gouvernance des sociétés. Didier tout à l'heure parlait du management, etc. Il y a aussi une grosse évolution dans la gouvernance. Il n'y a pas maintenant qu'un seul boss qui décide de tout. Il associe un collectif et ça c'est la méthode Opal. C'est la méthode Opal, c'est d'autres méthodes qui vont dans ce sens. Et voilà, c'est des bonnes choses qui permettent de partager, de penser à l'autre et de faire des choses qui vont avoir un impact positif. De redonner du sens finalement à son métier. Oui. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'assister à un jury d'entrepreneurs d'Initiative France. Et je dois dire que vraiment, j'ai été frappée en fait par la bienveillance qu'il y avait dans ce jury. C'est-à-dire qu'on reçoit les projets et même si les projets, en fait, donc c'est des projets d'entrepreneurs qui ont envie de lancer leur idée et qui veulent chercher des aides, et même si on se dit l'idée tient pas la route, etc., ils cherchent vraiment comment aider l'entrepreneur à pivoter, comment vraiment c'est de l'accompagnement. C'est pas du tout, on prend un dossier, celui-là, oui, celui-là, on va se faire des sous, boum, non. Alors, c'était pas un jury. Et justement, nous ne sommes pas un jury, nous ne sommes pas des juges. La mission de notre réseau associatif, et c'est bien dans les gènes, dans nos valeurs, c'est d'aider, d'accompagner la personne. Donc on va lui donner tous les outils pour qu'elle puisse réussir. Et même si le projet, sur le papier, n'est pas emballant, mais que la personne, c'est l'humain qui est au cœur de tout, est exceptionnel, on sait que le projet, il fonctionnera. Par contre, si le projet il est magnifique sur le papier et que la personne, on ne sent pas qu'elle va le porter, qu'elle va
elle va se défoncer dedans, elle va s'engager. Et bien là, on aura plus de réserve. Mais nous, voilà, chaque personne peut trouver sa place dans la société avec ses valeurs, ses convictions, ses qualités et un projet, qu'il soit très ambitieux ou moins ambitieux. Mais donc, on va tout faire. Nous, notre signature de réseau, c'est notre projet, aider le vôtre. Didier, vous valorisez la diversité, mais pas la diversité pour la diversité, en fait. C'est vraiment la diversité comme moyen de rupture, c'est se dire, on fait en effet de son handicap une force. Par exemple, si un autiste, il a des choses de plus à apporter à la société, par exemple. Alors, ce qui m'intéresse, c'est vous engagez pas un handicapé pour un handicapé, en fait, dans votre société. Moi, voilà. je cherche. En gros. Non, mais c'est pas le sujet. Ouais. C'est-à-dire que je vais regarder si la personne si elle a des savoirs, des savoir-faire, de quoi elle est capable, en fait. Charge à moi d'utiliser de quoi elle est capable dans mon environnement. Donc voilà, ça peut être des personnes handicapées, mais je suis un patron handicapé, mais je fais de l'inclusion de personnes non handicapées aussi. Vous voyez, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de personnes qui sont pas handicapés autour de moi et ça fonctionne vachement bien. J'essaie de créer de l'alchimie en fait. Et donc vous parliez de l'autisme, il est vrai que dans le champ de l'autisme, il y a des gens qu'on appelle anciennement Asperger, qui sont des gens qui ont des ultra compétences dans des domaines très très pointus. Ils sont pas très bons dans la relation humaine et ainsi de suite, mais charge à moi, manager, de créer du lien entre tout ça pour que ça fonctionne. Donc oui, je travaille avec des gens qui sont dans le champ de l'autisme, qui sont surpuissants dans des sujets en particulier. Et Ça pourrait aider Alain. c'est top. Moi, je travaille avec un type qui, je pense, est l'un des meilleurs au monde en référencement naturel. C'est-à-dire qu'il arrive à être devant des équipes de développeurs en référencement naturel sur Google ou sur Amazon et des choses comme ça, et il les supplante. Ça nous intéresse tous. Tous. Moi, je travaille avec des gens qui sont juste des petits génies. Et par contre, voilà, ils écrivent le français, ils mettent pas d'accent. Je pense à lui en particulier. On s'en fout, c'est pas ce que je lui demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus dans des compétences validées par un tiers. La notion de compétence, c'est je valide ta compétence par un tiers. Tu as le diplôme, oui, donc tu es compétent. Va voir machin, il est DRH de trucs, il est responsable manager. Lui, il a été reconnu compétent, donc il va regarder tes compétences. Moi, je m'en fous, je regarde de quoi la personne est capable. C'est-à-dire qu'à un moment, on est capable aussi, quand on a une personne qui est en rupture dans son parcours, qui n'est pas handicapée, si on la regarde au travers de ce dont elle est capable, de lui permettre un pivot complet sur son projet de vie. Et moi, c'est ce que m'a enseigné le handicap, c'est-à-dire que ne regarde pas le diplôme, on s'en fout. Regarde de quoi la personne est capable. Est-ce qu'elle est capable d'apprendre? Est-ce qu'elle est capable d'évoluer? Est-ce qu'elle est capable d'identifier ses ressources quand on est chef d'entreprise? Moi, je me suis posé cette question-là un jour. Je travaillais sur l'autisme. Je me suis dit, mais en fait, quand tu as créé ta boîte, tu sais faire de la compta? Ben non. Du marketing? Ben non. Du droit RH? Ben non. En fait, je ne savais rien faire. Mais tout à la fois. Non, c'est-à-dire que j'étais en capacité d'identifier ce que je savais faire en interne, donc mes propres ressources, et surtout d'aller chercher des ressources à l'extérieur, d'être capable de mettre en œuvre tout un tas de ressources. Et donc ce dont j'étais capable, c'est de mettre en œuvre. Ma capacité, c'est d'agir. Vous voyez? Moi, je ne suis capable que de ça. Alors aujourd'hui, j'ai appris quelques trucs. J'ai envie de dire, c'est déjà énorme. Hein, non, mais pour beaucoup. C'est énorme, mais il ne faut pas démarrer en tant qu'entrepreneur en se disant « je ne sais pas faire, donc j'y vais pas ». Non, est-ce que tu sais mobiliser des ressources autour de toi? On parlait de créer des équipes, d'aller voir le banquier, d'aller voir Gilles, d'aller voir qui sais-je que. Enfin, tu vois, c'est ça l'entrepreneur. C'est la capacité de mobiliser des moyens, mais vraiment pas de tout savoir. Moi, il y a des gens qui viennent chez moi et disent, enfin, je sais pas faire ça. Je m'en fous. Et ils me disent, voilà, j'ai un truc, mais j'ai pas d'argent. Je fais, mais c'est quoi ton rêve? Mais j'ai pas d'argent. Je fais, mais c'est quoi ton rêve? Des fois, on tourne pendant une demi-heure. Je fais, ton rêve, c'est quoi? Tu dis, le pognon, on s'en fout. Il y en a plein. On le trouvera. Ton rêve, c'est quoi? Et à un moment, la personne accouche de son rêve, elle dit, tu te rends compte, là, ça fait une demi-heure, il me faut 100 000. Je dis, mais c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Sous le sabot d'un cheval, ça se trouve. Maintenant, il faut constituer le dossier, être crédible et engage-toi. Donne envie, putain, mais donne envie, bouge-toi. Et l'argent, on le trouvera. Alors, tu n'auras peut-être pas 100 000 aujourd'hui, mais peut-être que tu iras voir Gilles, il te filera 6 000 balles, et puis la banque, elle dira, OK, on met 10 000, et puis ça va faire des petits, puis un jour, c'est même pas 100 000 que tu auras. C'est 2, 3, 4 millions, tu auras peut-être une licorne entre les mains. C'est quoi ton rêve? Ne te mets pas de frein. Je vais vous poser la question que je vais poser à chacun au fur et à mesure là, pour terminer cette émission. Donc, je vais commencer par Didier, mais il a déjà bien ébauché la réponse. Est-ce que, Didier, donc, il est encore possible d'entreprendre en France aujourd'hui? Tant qu'on rêvera, on pourra entreprendre. Alain? Pas mieux, hein? Bravo. Faut foncer.
En fait, voilà, la question n'est pas entreprendre, c'est si on est passionné, si on a des envies, si on veut faire des choses, on est dans le présent, et ben on a la nature d'un entrepreneur et après tout existe. Benoît. Ben écoutez, en France, il y a tous les dispositifs possibles et imaginables pour créer une entreprise. L'argent n'est pas un sujet. L'argent, on le trouve de toute façon. Il n'y a pas de problème d'argent. Il faut juste se donner les moyens de développer son projet, son rêve, comme le dit Didier, mais son projet. Voilà, on a une chance incroyable. Voilà, il y a peut-être trop de dispositifs d'ailleurs à notre service. Et il faut juste débroussailler un petit peu pour voir lesquels. Alors justement, si vous avez besoin de débroussailler, allez voir Marion et Gilles. Marion, les 100 000 € qu'on trouve sous le sabot d'un cheval, c'est chez vous? C'est pas le même sabot, mais... Et un cheval à 4 sabots, 400 000 balles. Ce que je voulais dire, c'est que quand il y a beaucoup de choses, on a du mal à y voir clair, parce qu'il y a une nébuleuse autour de l'entrepreneuriat. Donc, il ne faut pas faire le ménage, mais il faut juste qu'il y ait plus de visibilité, et dont les dispositifs ici présents, qui ne sont pas assez visibles peut-être, plus de visibilité sur ces différents dispositifs pour y voir un peu plus clair pour ces jeunes ou moins jeunes qui voudraient créer une entreprise. C'est ça. Mais il y a tout ce qu'il faut. Marion, on peut entreprendre en France. Oui, moi, rassurez-nous. Je suis convaincue que oui, et je le vois au travers de Bon Quotidien. Effectivement, la partie administrative s'alourdit en France. Il y a beaucoup d'aides. Après, le fait de savoir s'entourer, d'aller chercher des partenaires, c'est vraiment des partenaires pour vous aider, vous orienter, l'enrichissement d'expérience de chacun. C'est ce qui fera la force et ce qui permettra d'avancer. Voilà, donc oui, il faut continuer. Et oui, on trouvera toujours des financements. Et l'État aussi encourage aussi beaucoup les entrepreneurs. Donc oui, je suis convaincue qu'il faut entreprendre en France. Gilles? Oui, je pense qu'entreprendre, c'est une des plus belles aventures professionnelles. Donc il faut croire en soi, il faut croire en son projet, il faut croire, comme le disait Didier, en son rêve. Et oui, il faut oser, il faut se lancer et on sera tous à vos côtés. Voilà, j'espère qu'on a pu vous apporter tout un tas de réponses pour oser vous lancer. Vous pouvez retrouver encore plus de conseils, d'avis d'experts dans le Liberty Mag. Donc le dossier, c'est peut-on encore se lancer en France? Peut-on encore entreprendre en France? La grande réponse est oui. Et on vous donne plein d'aides pour y arriver. Vous avez également les podcasts, le Cercle de Confiance, où vous allez pouvoir retrouver toutes les interviews en podcast. Et tout cela sur le site libertymag.fr et sur donc, tous les réseaux de nos partenaires. Voilà, nous sommes très accompagnés. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine émission et un prochain dossier.